C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M, épisode 48. Au sommaire de cette émission, ben oui, c'est l'Halloween, c'est queer l'Halloween. Puis on va se raconter des peurs aujourd'hui, d'abord avec Chantal Nadeau, qui, aux États-Unis, va nous parler de la nomination, entre autres, du nouvel orateur républicain de la Chambre des représentants. Ben, on n'a plus besoin de bonhomme 7 heures depuis ce temps-là. Puis il y a Gengis Grenier, lui, qui va brandir le spectre d'une nouvelle ou d'une infection transmise sexuellement moins connue. Et Philippe Aubert-Côté, notre expert en frisson, nous dit que l'Halloween, c'est comme Noël pour la communauté queer. Mais avant, on va parler de la fin du mois de l'histoire queer. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 30 octobre 2023. Ben, je n'ai pas de calembour ni de camembert à vous raconter, juste une citrouille. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Le mois de l'histoire queer à l'Université McGill, d'abord, a été célébré pour la première fois en 2018 sous le nom du mois de l'histoire LGBTQI+. Ça a été fondé par Myriam Ben-Slimane, qui était à l'époque conseillère en éducation à l'équité à McGill. Il s'agissait de la première célébration de ce genre dans une université canadienne. Eh bien, l'édition 2023 qui tire à sa fin après une expansion, et on va en parler justement avec Myriam. Myriam, d'abord, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup de me recevoir. Et je crois savoir que tu utilises les pronoms féminins, les accords féminins. Exactement. D'accord. Qu'est-ce qui a motivé la création, d'abord, parce que c'est quand même ton œuvre au départ, qu'est-ce qui a motivé la création du mois de l'histoire queer? En fait, quand j'ai commencé à l'université McGill, je me suis aperçue qu'il y avait un mois de l'histoire des Noirs, des personnes noires. Il y avait également des célébrations pour les personnes autochtones, mais il n'y avait rien pour les personnes qui faisaient partie des communautés de LGBTQIA+. Et j'ai des étudiants qui m'approchaient, des professeurs, des employés, pour me parler justement de certains problèmes, certaines questions d'homophobie, de transphobie. Je savais que le mois de l'histoire LGBT existait dans d'autres pays dans le monde, qui a été créé aux États-Unis en premier. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le faire à McGill? Il se trouve que c'était la première fois au Canada. Il y avait eu des tentatives dans le passé de le faire, mais ça n'avait jamais abouti. Et donc, en 2018, j'ai eu l'accord de l'université pour faire comme un test, un premier test. Et donc, on a lancé le mois. Et c'est ça a comblé un besoin tellement important de retrouver d'abord que la communauté de LGBTQIA+, se retrouve, les personnes entre elles, et d'éducation et de sensibilisation, donc à travers des conférences, à travers des panels, des projections de films, toutes sortes d'événements vraiment pour créer des ponts entre les communautés justement de LGBTQIA+, mais aussi des personnes qui aimeraient être des alliés, qui aimeraient en apprendre plus. Donc c'est comme ça que ça a commencé à McGill. Et depuis, j'ai quitté l'université McGill, mais je me suis assurée que l'événement se perpétue, que ce ne soit pas juste moi qui l'organise et qu'une fois parti, ça tombe à l'eau. Donc, ça a été approuvé par le Sénat. McGill a un Sénat, en fait, de représentation là-bas. Et donc, ils ont voté pour l'organiser chaque année. Donc, ça continue, même depuis mon départ, ça se perpétue. Est-ce que tu me permets de te demander pourquoi toi, personnellement, ça t'intéresse? Et pourquoi? Oui, bien sûr. Je fais partie, en fait, des communautés. Je m'identifie comme faisant partie de la communauté de LGBTQIA+. Puis, comme personne migrante aussi, c'est le besoin d'éducation, de sensibilisation, d'avoir accès à des ressources, de pouvoir avoir ces conversations. C'était tellement important pour moi de voir ces représentations historiques et présentes. Donc pour moi, ça me tenait vraiment, vraiment à cœur. J'étais aussi à l'époque présidente du groupe d'équité justement pour les étudiants, les employés, les professeurs LGBTQIA+. Donc voilà, j'ai eu plein de belles personnes qui m'ont aidé à porter ce projet-là.
J'ai participé, je pense, en 2019 au gala, pas au gala, au cocktail d'ouverture qui était très intéressant. C'est la journée où il y avait aussi Greta Thunberg qui faisait une marche, Oui, si tu te rappelles, exactement. la même journée. Donc, Oui. on a dû ajuster les horaires. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? On a un petit peu mentionné que c'est des ateliers, des conférences, c'est ça? Mhm. Exactement. Il y a toutes sortes d'événements pour sensibiliser. Ça peut être... cette année, en fait, peut-être la nouveauté, c'est que avec un ami collègue qui est professeur à l'université de Saskatchewan, Mhm. à Alessio Ponzio, on a décidé de rendre ça plus grand, plus inclusif, parce que l'objectif, c'était toujours qu'il y ait de plus en plus d'institutions qui célèbrent en fait le mois de l'histoire queer. Et donc, on a décidé de faire une version vraiment canadienne, et de promouvoir, donc d'organiser certains événements nous-mêmes, mais également juste de partager les événements qui se passent dans les universités, dans le milieu communautaire et vraiment, vraiment faire un mois de rassemblement et de partage de toutes les activités qui se passent au Canada. Et à qui s'adressent ces activités? Ça s'adresse à tout le monde, vraiment, toutes les personnes qui le veulent, qu'on fasse partie de la communauté de SLGBTQIA+, ou pas, quel que soit le niveau de connaissance, qu'on soit très avancé dans le militantisme, dans les connaissances, ou pas du tout, et qu'on ait envie d'en apprendre plus. Donc vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Et là je vais quand même faire une petite incursion dans une histoire de langue, mais c'est important. L'Université McGill, c'est quand même une institution anglophone. Oui. On ne lui reprochera pas, elle a le droit de l'être, Mhm. mais donc les activités se déroulent particulièrement en anglais présentement, c'est ça? Il y a plus d'activités en anglais. Il y avait des efforts quand j'étais à McGill, et je pense cette année encore, d'avoir de la traduction qui soit assurée. Et c'est sûr que l'objectif en rendant l'initiative plus canadienne, c'est d'avoir aussi plus d'événements en français également. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'activités qui se passent en anglais pour l'instant. Mais j'espère que les personnes qui écoutent, ça donnera l'envie des gens à l'Université de Montréal, l'Université Laval, par exemple, ça est écouté partout au Canada. Exactement, oui, d'organiser des événements en français et qu'on pourra publiciser sur les réseaux sociaux. Et je peux dire aux gens que si vous voulez rejoindre Myriam, elle est très, très, très active sur LinkedIn comme réseau social. Je le dis parce que c'est comme ça qu'on se contacte, elle et moi. Oui. J'aimerais ça qu'on parle de cette année. C'était quoi le thème cette année de ce mois? Cette année, il n'y a pas vraiment eu de thème. C'est vraiment... L'idée, c'était d'ouvrir partout dans le Canada. C'est sûr que malheureusement, c'est une année particulièrement difficile pour les droits LGBTQ+, dans le pays, dans le monde, mais au Canada aussi. Donc, il y a un aspect encore plus militant, je dirais, cette année pour parler de la transphobie, pour parler des violences transphobes et queerphobes. Donc, beaucoup d'événements qui ont été organisés pour parler de l'histoire trans au Canada, pour parler juste des projections de films qui rappelaient les droits, les questions de migration aussi, donc parler des personnes réfugiées, migrantes, LGBTQIA+, au Canada, parler des personnes bispirituelles. Donc vraiment, on a touché à beaucoup de choses, autant, comme j'ai dit, des conférences que des panels. Il y a eu un atelier de confection de perles, de broderie de perles par un artiste bispirituel. Et je tiens à souligner particulièrement, comme j'ai dit, mon collègue qui est Alessio Ponzio, qui est à l'université de Saskatchewan, qui a fait un travail incroyable cette année. Et l'université elle-même de Saskatchewan, quand on sait tout le contexte tout ce qui se passe là-bas, ça va vraiment pas bien. Ça va vraiment pas bien avec la clause dérogatoire et le retrait de droits. Mais l'université s'est positionnée au contraire très fortement pour les droits des personnes de SLGBTQIA+, a vraiment soutenu l'initiative. Il y a eu un message fort du provost, du recteur. Donc, ça donne de l'espoir de voir ça, même dans les provinces où ça va vraiment mal. Les universités sont des institutions de savoir, donc c'est très important de voir ce soutien-là sur le terrain. Il nous reste quelques minutes, puis j'aimerais ça parler de toi, parce que tu es quand même impliqué dans des choses très importantes, notamment auprès des personnes immigrantes de nos communautés. Mm-hmm.
Parle-nous de ça. Merci beaucoup. Peut-être un dernier point pour les personnes intéressées à en savoir plus sur le mois de l'histoire LGBTQ+, au Canada. Vous pouvez nous retrouver en fait sur les réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, en cherchant 2S LGBTQIA+, History Month Canada. Donc, vous pouvez trouver. Sinon, ils peuvent nous contacter à l'émission. Voilà, ils peuvent aussi nous contacter. Mais revenons, parce que c'est important. Nous sommes beaucoup parlé l'année dernière parce qu'il y avait des histoires au sujet des personnes immigrantes de nos communautés. Oui. Parle-nous de ça. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Merci. Je m'implique au sein d'Agir, qui est la seule organisation à Montréal dont le mandat officiel est d'aider les personnes réfugiées immigrantes LGBTQIA+. Il y a énormément de besoins. Et pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur en tant que personne migrante. Les délais sont très longs de traitement de dossiers, donc vraiment, l'intégration est difficile. Cheminer le parcours migratoire peut être difficile. Donc moi, ça me tenait à cœur de continuer à m'impliquer là-dedans. Et avec ce qui se passe présentement, on peut penser à l'Ukraine, on peut penser même en Israël aussi, parce qu'il y a des personnes queer qui sont prises dans ces conflits-là. Elles sont doublement marginalisées et en danger. Hein? Oui, non, tout à fait. Être à l'intersectionnalité de plusieurs oppressions, c'est vraiment terrible. On est discriminé de plusieurs façons. Donc d'avoir des organisations à Montréal, il y a Agir. Au niveau plus du Canada, il y a Rainbow Railroad qui fait énormément pour soutenir les personnes ici au Canada, mais également sur place. Et le gouvernement ou les gouvernements font-ils assez pour accueillir les réfugiés ou les personnes immigrantes de nos communautés? Il y a la question d'accueillir. Après, il y a toute la question de l'intégration. Et c'est justement de soutenir, de favoriser l'intégration des personnes. Mais c'est sûr qu'il y a tellement de besoins. On a vu avec l'Ukraine, il y a eu des programmes spéciaux qui ont été faits pour les personnes en Ukraine, mais il y a tellement de besoins dans d'autres pays du monde que c'est sûr, il faudrait toujours plus de ressources pour soutenir les personnes. Ah, wow. Ben, c'était un plaisir de te recevoir, Myriam Ben-Slimane. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup vraiment de m'avoir reçu aujourd'hui et c'est un plaisir d'être là. Merci. En bref. Au Japon, la Cour suprême juge inconstitutionnelle l'obligation légale faite aux personnes trans de se faire stériliser pour pouvoir changer de genre dans les registres d'état civil. Jusqu'alors, au Japon, une personne trans souhaitant que les registres d'état civil reflètent sa transition de genre doit saisir un tribunal pour les affaires familiales après avoir subi une chirurgie de réassignation sexuelle en vertu d'une loi adoptée en 2003. Elle doit aussi prouver l'absence de capacité reproductive, ce qui nécessite généralement une stérilisation, et ses organes génitaux doivent avoir une apparence similaire à ceux du sexe auquel elle s'identifie. Toute personne souhaitant ce changement d'état civil doit également être célibataire, ne pas avoir d'enfants mineurs et être officiellement diagnostiquée comme souffrant de dysphorie de genre. Par ailleurs, le Japon est le seul pays du G7 à ne pas reconnaître le mariage entre personnes de même sexe et les unions civiles au niveau national. Au Nigeria, 76 personnes ont été arrêtées pour avoir organisé un mariage entre conjoints de même sexe. Un pas en avant, 76 en arrière. Source Comitid. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Let's make America queer always. Make America Queer Always. Un regard sur les États-Unis avec Chantal Nadeau. Allô, Chantal Nadeau, professeure en études féministes et queer à l'Université de l'Illinois, Chicago. Ça va bien? Oui, ça va bien. Il faut que je te corrige, Oui, j'ai encore mal dit ça. Oui. Non. C'est que je vis à Chicago, mais j'enseigne à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, qui est le flagship. OK. Ouais, Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas très loin, je suis certain. Non, de 2h30 quand même. Ah, quand même. OK. 2h30, c'est loin. Ben, écoute, ça fait des longues courses en auto. Ça peut être épouvantable, le trafic. Puis comme c'est l'Halloween, ben, on va parler de toute une épouvante aux États-Unis. Les fantômes d'un passé pas si lointain continuent de hanter les coulisses politiques américaines. Alors, on a eu droit à tout un spectacle la semaine dernière.
car les républicains n'arrivaient pas à choisir ce qu'ils appellent un orateur ou un speaker. Et comme le parti est majoritaire à la Chambre des représentants, imaginez-vous que ce speaker-là, ben, c'est le troisième en ligne pour succéder au président Joe Biden. Alors, après un spectacle désolant, on a maintenant donné la place au congressman républicain de Louisiane, Mike Johnson, dans ce poste stratégique. Puis je disais en ouverture d'émission, plus besoin d'avoir peur du bonhomme 7 heures. Il est là. Alors, d'abord, parlons rapidement là, de ce parti, Chantal. Le Parti républicain, on a l'impression que ce parti-là se radicalise, hein? Il se radicalise, puis ce qui est intéressant par rapport au Parti démocrate, c'est que les républicains n'ont aucune morale. Alors, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Alors, les contradictions de Trump, les contradictions de DeSantis, les contradictions de Johnson, on s'en fout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Alors, quelqu'un qui dit, ouais, si, ça, et ça, c'est particulier au Parti républicain. Donc, même si le mensonge, c'est ce qui fait qu'ils avancent, on s'en fout. Pour eux, c'est le pouvoir. C'est la seule chose qui les intéresse. Alors, dans ce sens-là, Johnson, c'est comme faufilé, une espèce de vraiment le backbencher, comme on dit en anglais, là. Et puis, il a réussi à se pointer là. Tout le monde s'étonne et on se dit tous, si demain matin, il se ramasse président des États-Unis parce que Biden crap out, Harris disparaît, ben, on a quoi? Alors voilà. C'est ça. Mais c'est ça, les républicains, c'est qu'ils n'ont aucune morale. Wow, Voilà, ça explique beaucoup de choses. Comme dirait l'autre, ceci explique cela. Mais cela dit, Mike Johnson a quand même été un des républicains qui a appuyé la thèse de Donald Trump que les élections lui avaient été volées en 2000, oui. en 2000, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai. Alors, c'est vraiment un gars de ce qu'on appelle la secte Donald Trump, le MAGA, le Make America Great Again. Non, ça c'est inquiétant parce que bon, tu sais, il y a les républicains un peu pro-Trump là, qui sont complètement dans le champ, puis il y a les autres qui font comme tout le monde capote, mais personne ne fait rien. Alors que le fait que Johnson s'est glissé, ça c'est inquiétant parce que la Louisiane, traditionnellement, a été toujours très, très, très républicaine et vraiment le hardcore de droite, là. Donc, il y a comme une espèce de... Je pense que tout le monde est en état de choc en ce moment parce que on l'avait pas vu venir. Il a réussi à s'incruster d'une façon assez extraordinaire. Mais bon, tu as vu, là, Denis Martin, le shit show depuis 3 semaines. 3 semaines, oui, oui. Alors, là, ça a fait comme, OK, là, ça nous prend quelqu'un, puis c'est lui qui s'est glissé. Donc, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Je dirais pas de la même lignée que quelqu'un comme DeSantis, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'appui, plus qu'on pense. Justement, pour nos communautés, là, parce que Mike Johnson, moi, j'ai lu, en fait, on a lu plusieurs articles, toi et moi, où il a tenu des propos très homophobes, transphobes et queerphobes par le passé. Est-ce qu'on doit avoir peur de lui? Oui. Et puis, ce qui était, je sais pas si tu as vu depuis 2, 3 jours, là, il y a une espèce de crampe au cerveau. Hein, il ne se souvient plus qu'il a fait ça, qu'il a dit ça. Il y avait une bulle au cerveau, comme on dit, oui. Oui, c'est ça. Il y a une bulle au cerveau. Là, apparemment, ben non, il ne se souvient pas trop. Donc, mais il s'aligne avec le projet républicain en ce moment. C'est vraiment, vraiment la droite dure. Donc, Johnson, c'est la droite dure, c'est pas la droite molle, hein? Ouais. C'est la droite dure. Et ça veut dire les queers, droit pour les femmes, au niveau de l'avortement et tout ça, là, oublie ça, là. Donc, lui, il s'aligne vraiment là-dessus, puis il va y aller avec la hache. Qu'est-ce que je te dis? C'est que c'est aussi bête que ça, mais c'est comme ça. Alors, quelle influence, parce que là, il faut dire quand même qu'il y a un président démocrate, il y a aussi le Sénat, qui est l'autre partie du Congrès américain. Le Sénat est quand même dominé, ou pas dominé, mais il est... c'est les démocrates qui sont au pouvoir là. Il y a cette Chambre de représentants, il y a comme une douzaine de votes de différence entre les démocrates et les républicains. Alors, mais cette droite-là, cette droite qui est si à droite, si alternative, est-ce que cette droite-là a tant d'influence que ça présentement aux États-Unis? Surtout pour au niveau de nos droits, là, les personnes queer. Oui, plus qu'on pense. Et c'est très
sneaky. Je m'excuse, là, je suis en anglais. Hein, Ouais, c'est c'est- très rusé, c'est très furtif, très là, ouais, rusé. ouais. Et c'est exactement ce qui se passe, tu sais, parce qu'on on s'est envoyé des textos, puis des emails au sujet de ce qui se passe en Californie avec le droit des trans, et puis des étudiants trans, et le fait de ne pas révéler ça aux parents, leur identité, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que ce que les républicains essaient de faire, c'est de complètement contaminer la scène publique. Et l'éducation aux États-Unis, c'est vraiment, vraiment un gros problème. Ça ne fonctionne pas du tout comme au Canada. Alors, ce qu'ils essaient de faire, c'est de contrôler le curriculum à tous les niveaux. Donc, tous les jeunes ados, les adolescents qui sont queer, ils sont vraiment en ce moment à la merci de l'agenda républicain. Et c'est ça qui fait très peur. Et, et ça se rend même jusqu'au niveau universitaire où on est plus un petit peu protégé parce que, à soi-disant, les étudiants sont adultes. Hein. Mais je te dirais que c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment. euh, Moi, en ce moment, ça m'inquiète beaucoup. Et la façon que le système judiciaire fonctionne aux États-Unis, les juges fédéraux ont beaucoup de pouvoir. Ça nous échappe parce tu sais, on est toujours concentré sur la Cour suprême, mais les juges fédéraux ont énormément de pouvoir. Et ces juges-là, si je me trompe pas, là, mais ils sont quand même soit élus ou nommés hein, par le parti au pouvoir. Et il y en a beaucoup qui sont à droite, là, qui sont du côté républicain. Et ils ont donc ce pouvoir-là de changer les choses ou de les imposer. Là. Oui, et là-dessus, une des choses qu'on ne parle pas assez, et j'aimerais qu'on en parle plus, c'est comment Trump a réussi à élire tellement et nommer tellement de juges fédéraux. Là. Et ça a complètement changé la carte électorale et judiciaire aux États-Unis. Alors, on est passé d'un pays qui était très démocrate à un pays très républicain au niveau judiciaire. Et ça, les gens ignorent toujours ça. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et là-dessus, Trump a fait ses devoirs. Hein. Il a Ouais. nommé au-dessus de je ne sais pas combien, là, plus que 30 juges fédéraux. Donc, c'est beaucoup. Ça a vraiment changé la balance du pouvoir légal. Est-ce qu'on peut se rassurer, par contre, comme je le disais tout à l'heure, que les démocrates contrôlent le Sénat et la Maison-Blanche? Jusqu'à quand, hein? Parce Ouais. que là, le problème, c'est bon, Pelosi qui se retire, hein? Mhm. C'est un gros morceau. Euh, c'est sûr que là, la Californie s'organise pour réélire quelqu'un de démocrate à la Chambre des représentants et au Congrès, mais c'est quelque chose qu'on ignore. C'est que la politique américaine est tellement compliquée, puis mais vraiment, là, c'est pourri à Ouais. plein niveau. Euh, mais ce qui se passe en ce moment, il faut être très vigilant. Et la balance du pouvoir est très, très, très faible. Et si Biden se représente, il y a déjà même au niveau des communautés queer aux États-Unis, il y a vraiment une espèce de rejet de Harris comme coprésidente. Alors, ça va pas bien, comme on Hmm. dit. Il nous reste 2 petites minutes, mais j'aimerais ça qu'on parle quand même. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. La Californie, c'est un peu comme le village gaulois qui résiste toujours et encore aux envahisseurs de l'intolérance et qui vote une loi pour assurer qu'aucun livre LGBTQIA+ soit supprimé des écoles, quand même. Non, c'est des très bonnes nouvelles. Puis il y a quand même un mouvement de masse aux États-Unis par rapport à ça, je te dirais. Même ici en Illinois, c'est que en ce moment, puis je regardais la liste des livres qui ont été bannis et c'est très, très, très intéressant parce que ce sont beaucoup des illustrés. Et, euh, et là, on parle, tu sais, notre génération, on parle à Bugs Bunny, on parle, tu comprends? Alors ça, c'est intéressant. Et je dirais que c'est important, puis il y a un mouvement de masse, de genre d'organiser des lectures publiques, des livres qui soi-disant sont bannis. On a 25 titres en gros, mais il y en a plus que ça. On peut en parler dans notre prochaine Oui, chronique, on va si parler tu de ça à la veux. prochaine chronique, oui. Oui, oui. Mais c'est vraiment intéressant. Puis il y a vraiment un mouvement de masse. Et je te dirais que c'est même des bibliothèques publiques
ont vraiment agi très, très, très fort et ont réagi très, très, très fort à l'interdiction de ces livres-là. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Alors la Californie, bien sûr, toujours Ouais. un petit peu plus en avant par rapport à ça. On pense toujours New York, mais quand on Puis, parle des LGBT ouais. rights, la Californie, c'est toujours... Puis il y a un juge aussi en Californie là, qui a rejeté là, cette espèce de politique, comme on a vu au Canada, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, exigeant des écoles de consulter les parents d'enfants qui désirent un pronom et un nom qui n'est peut-être pas conforme au genre désigné à la naissance. Ça aussi, c'est une bonne victoire, si je comprends bien. Oui, puis c'est important parce que ça fait aussi que souvent, tu sais, contrairement à ce que les gens pensent, les écoles, c'est pas juste des lieux d'endoctrinement, c'est des lieux où souvent les ados, ils vont s'exprimer par rapport à la famille. Alors, de toujours supposer que la famille, c'est là où les ados s'épanouissent, c'est pas vrai, hein. C'est un peu plus compliqué que ça, hein. On peut parler de la DPJ au Québec, là. Alors, et ça, moi, ça me fait plaisir parce que ça fait comme, oui, souvent, l'école, c'est là où ça se passe pour les ados. Voilà. Ben, en tout cas, on termine cette chronique-là avec quand même quelques bonnes nouvelles, toi et moi, parce que c'est par bout, ça devient un peu déprimant hein, quand on entend tout ce qui se passe aux États-Unis. Alors, Chantal Nadeau, professeure en études féministes et queer à l'Université de l'Illinois, mais elle habite à Chicago. Puis c'est où déjà l'Université de l'Illinois, là? Urbana-Champaign, il n'y a personne qui connaît ça. Bon. Le côté plus ricaneux, c'est shampoo banana. Chantal qui nous fait toujours rire et qui est également autrice pour ceux et celles que ça intéresse. On se parle le mois prochain, Chantal. Merci d'avoir été là. Merci, Denis Martin. Au À la revoir. prochaine. Bye bye. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Et puis en deuxième partie d'émission, on va quand même avoir encore un peu peur, puis beaucoup peut-être, parce qu'il y a un autre ETS qui va nous effrayer, le Mycoplasma genitalium. Jean-Gilles Grenier, notre infirmier préféré, va nous parler de ça. Et puis, je vous l'ai dit, l'Halloween, c'est Queen, ben c'est aussi queer. Et Philippe Aubert-Côté, notre reine du frisson de Saint-Acafère des reines puis des queens, est là parce que on revient après la pause. Et j'aime ça faire ça. Au quotidien. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 48. Une émission pour vous faire peur en cette semaine d'Halloween, et puis pour vous faire peur, bien peur, une autre ITS. On l'appelle le Mycoplasma genitalium. Jean-Gilles Grenier va nous parler de ça à la chronique aux petits soins. Et puis c'est l'Halloween, puis l'Halloween ça rime avec Queen, puis Queen queer, puis ben notre roi et reine et princesse et prince du frisson Philippe Aubert-Côté est là. Mais là où l'arc-en-ciel se lève parce qu'on a peur de rien nous autres, sauf que le ciel nous tombe sur la tête. Vous avez vu le dernier Astérix, non? C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Aux petits soins Attention, code rouge. avec Jean-Gilles Grenier. Bon, tout le monde rigole dans le studio. Je pense que mes intros font fureur. Jean-Gilles Grenier, notre infirmier qui nous traite aux petits soins. On va nous faire peur à son tour. Ben oui, une vieille chose qui a été découverte dans les années 1980, Denis Martin, le Mycoplasma genitalium, une TSS
auquel on ne se réfère jamais ou presque pas, qui est pas beaucoup diagnostiqué, puis qui mérite un petit sens ou une petite attention aujourd'hui. On n'en a jamais parlé ensemble. Jamais. Puis, Pourtant, on est très intimes, mais pas à ce oui, niveau-là. non, mais mais c'est l'Halloween. Je me suis dit, pourquoi pas sortir quelque chose de nouveau dont on n'a jamais entendu parler. Pourtant, c'est là, ça court... Ça ne s'attrape pas avec les citrouilles, là. Non, puis ni en allant chercher des bonbons aux portes, là, rassurez-vous tout le monde. C'est pas de même qu'on attrape le Mycoplasma genitalium. Mais ça dépend des bonbons. Le Mycoplasma genitalium est une bactérie de type endoparasitaire dans les plus petites jamais découvertes. Découvert quand même assez récemment, quelques années avant le VIH-Sida, dans les années 80. Ça donne du fil un petit peu à retordre aux professionnels de la santé parce que les symptômes sont comme ceux et celles de la gonorrhée et la chlamydia. Oh! Puis là, moi, dans ma pratique clinique, je vois des patients qui reviennent, tu sais, ben là, monsieur l'infirmier, monsieur le médecin, vous m'avez tout traité, puis mes symptômes sont encore là. Oui, parce que c'est une ITS qui habituellement a des symptômes. C'est pas asymptomatique comme peut l'être parfois certaines autres elle est ITS. symptomatique, elle. Mais non, il y a des gens qui peuvent être asymptomatiques. Ah, mais tu sais, Denis Martin, elle a tellement pas mérité d'attention. Tu sais, c'est comme l'Halloween, c'est juste une fois par année quand ça devrait durer un mois. Elle a pas mérité beaucoup d'attention. Il y a pratiquement pas d'études disponibles sur elle. Moi, je pense que dans des faits historiques, elle est arrivée dans les années 80, puis tout juste après, il y a eu le VIH-Sida, puis c'est ça qui a retenu plus l'attention et les concentrations budgétaires en recherche. Mais j'étais capable de sortir de l'information pertinente. Et moi, j'ai des questions là-dessus. Commençons par le début. C'est quoi les symptômes? Chez l'homme, c'est des écoulements translucides. On dit, même en anglais, il dit « watery discharge ». Des écoulements comme style de l'eau. Qui peuvent couler. On parle pas de brûlement mictionnel comme la gonorrhée, on parle de douleur mictionnelle, soit vraiment un cisaillement qui fait mal, douleur au niveau de la testicule, puis là où ce que l'urine sort de notre urètre, là, du pénis, ça peut devenir enflé blanc. C'est spécial à voir. J'en ai vu quelques-unes cette année. Chez la femme, douleur urinaire, écoulement vaginal, douleur vaginale, pelvien, douleur pendant les relations sexuelles. Il y a du sang qui peut sortir du vagin directement après les relations sexuelles. Puis si on pratique le sexe anal, il y a de l'écoulement aussi qui peuvent sortir au niveau de l'anus. Là. Tout pour nous faire peur en cette belle fin de semaine en cette belle semaine qui débute les festivités de l'Halloween demain. Si c'est pas traité chez l'homme... peut entraîner la stérilité. Une épididymite est une inflammation de la couche supérieure de la testicule avec douleur. Puis mais là, je peux voir que ça peut être mal interprété parce que l'épididymite, qui est, comme tu dis, qui est une enflure de la testicule ou du testicule, c'est souvent associé à la chlamydia. Souvent associé à la chlamydia, c'est ça qu'il faut qu'on vienne qu'on prenne conscience. C'est des symptômes qui sont très similaires. Puis c'est pour ça que si on est traité pour une gonorrhée ou une chlamydia, puis que les symptômes partent pas, faut revenir voir son médecin, son infirmier, pour recevoir le traitement approprié, pour écarter ce diagnostic-là, pour être sûr que c'est pas cette ITSS-là, dans le fond. Alors, comment on fait le diagnostic? Ben là, c'était très compliqué. Moi, si je vous en parle aujourd'hui, là, de façon anonyme, j'ai le droit de parler un peu de ma pratique clinique. J'ai un patient qui est rentré dans mon bureau en clinique d'urgence TSS. Il m'a crié dessus. Dans le sens où il y a eu le diagnostic en début d'année 2023, puis un laboratoire X à Montréal, un des plus gros, ben dans les plus gros, on le nommera pas, on fera pas de procès aujourd'hui, disait qu'on pouvait pas diagnostiquer le Mycoplasma genitalium si on n'avait pas un test négatif de gonorrhée chlamydia. Soit une semaine avant le test. Ça veut dire que pour diagnostiquer quelqu'un au Mycoplasma genitalium, moi, j'avais besoin d'avoir un test gonoclam négatif au dossier dans les 7 jours avant le diagnostic. On connaît tout comment ça va mal en santé, comment je peux refaire venir un patient en moins de 7 jours à un rendez-vous cédulé avec moi puis un médecin si le test est négatif. C'était impossible à faire, c'était un obstacle au diagnostic et ce règlement-là a été levé récemment. On peut demander le test diagnostic du Mycoplasma genitalium sans avoir à faire nécessairement un test...
sans avoir nécessairement une preuve là, d'un test gonoclam négatif au dossier, je peux le demander en même temps. Je suis pas obligé d'en avoir un antérieur qui date de moins de 7 jours négatif au dossier. Wow. Puis ça répond, et je cite, Santé Canada qui dit « Le dépistage systématique du mycoplasma genitalium n'est pas recommandé. » Imaginez, Santé Canada qui dit ça. Un test de détection au mycoplasma genitalium n'est recommandé lorsqu'il y a une présence d'urétrite, soit une inflammation de l'urètre à l'intérieur du pénis, par exemple, d'une cervicite, une inflammation du col de l'utérus, ou d'une atteinte inflammatoire pelvienne persistante ou récurrente après un traitement empirique contre la gonorrhée ou la chlamydiose qui n'a pas fonctionné. C'est compliqué, là. C'est compliqué de faire diagnostiquer. Là, on vient de nous soulager un petit peu dans les règlements. Revenons à ton patient qui Oui, est arrivé, qui me qui criait était dessus. vraiment fâché. Il parce était que fâché pour fait que lui avait eu son diagnostic en janvier. Il n'a jamais été capable d'avoir un contrôle pour garantir qu'il s'en était débarrassé parce que tous ces critères-là d'admissibilité, de réception, d'échantillons au laboratoire nous mettaient des bâtons dans les roues. Puis, après 11 mois, on s'est rendu compte qu'il était probablement résistant aux antibiotiques. Puis, il a fallu prescrire une deuxième gamme d'antibiotiques pour ceux qui sont résistants aux antibiotiques. Tantôt, je disais qu'il n'y avait pas d'études cliniques. Non seulement qu'il n'y en a pas, on n'est même pas capable de savoir à quel point que parmi ceux qui sont positifs, asymptomatiques ou symptomatiques, à quel point il y a de la résistance à ces traitements-là. Si c'est pas un problème qu'on n'est pas capable de percevoir maintenant, ça va en être un demain. L'OMS parle beaucoup de problèmes de résistance aux antibiotiques en général. Celle-là est en train de faire sa place parmi les ITSS. Puis, tant que Santé Canada ne changera pas sa ligne directrice par rapport à cette ITSS-là, elle va être difficile à diagnostiquer. Merci à l'un des plus grands laboratoires de Montréal de faire fi de cette recommandation-là et de nous enlever un petit peu des bâtons dans les roues pour nous permettre de traiter de façon appropriée nos patients. Donc, moi, j'avais une question là-dessus. Je vous écoute, Denis Martin. Puis je ne sais pas s'il va y avoir une réponse. Ah, mon Dieu. Parce que je me dis, est-ce qu'on connaît l'incidence de cette ITS? Les études sont tellement limitées, là. Écoutez, au Canada, ils disent que 1,8% des hommes, 1,7% des femmes le seraient au moins une fois dans leur vie atteints. Imaginez. Quand que je disais tantôt, on traite les gens, puis si ça ne fonctionne pas avec la gonorrhée chlamydia, ben là, on fait ce test-là. Chez ceux qui sont symptomatiques, après un échec au traitement à la gonorrhée chlamydia, ça serait 30% des urétrites. Puis, dans une certaine littérature limitée, ils disent que ça va être un problème demain. C'est une bactérie qui peut infecter les voies respiratoires en plus. C'est pas trop difficile à s'imaginer comment ça pourrait tomber là, mais ou peut-être difficile dans certains cas de se l'imaginer, mais c'est une bactérie qui peut infecter en plus qu'un organe. Oui, parce que là, on va le dire là, pour que les gens comprennent, parce que si on pratique le sexe oral, puis qu'on s'étouffe, puis que ça tombe dans mauvaise voie, ça peut infecter les poumons, qu'on se le tienne pour dire. C'est pas de tout repos. L'azithromycine serait le premier traitement de première ligne, mais il y a déjà des tests, on sait déjà qu'il y a de la résistance, on n'est pas capable de le chiffrer, puis là, on sait déjà quelle ligne d'antibiotiques on doit donner en deuxième, puis en troisième ligne de traitement. Déjà 4 antibiotiques qu'on sait qu'il y a de la résistance contre ça. Donc, c'est un petit problème. Puis les gens, des fois, ils comprennent pas. Ils disent, mais là, moi, j'ai été traité. Comment ça, j'ai encore des symptômes? Mais là, il faut pousser un peu plus loin. Mais ce que je comprends pas, donc, les personnes pourraient être traitées, ils ont une gonorrhée et ils sont temps... traités, ils pensent qu'ils sont traités pour une gonorrhée puis une chlamydia. C'est ça l'histoire de Denis Martin. Ils pensent qu'ils sont traités pour une gonorrhée chlamydia parce qu'ils ont les symptômes de la gonorrhée chlamydia. Mais on fait pas des tests pour la gonorrhée? Oui, on fait des tests, mais ça s'avère négatif. Ou ça s'avère négatif, ou peut-être que c'était une co-infection. Oui. Ça sort positif, mais il y a le mycoplasma en arrière, mais on l'a pas testé. Là, moi, je suis ici pour répandre quand même une bonne nouvelle, même si que je sors une affaire des années 80. Oui. On peut le diagnostiquer sans trop d'encombre depuis quelques semaines. Donc, n'hésitez pas à le demander à votre médecin. Si ça brûle après avoir reçu des antibiotiques puis que les symptômes ne partent pas, retournez consulter. Dites, ça brûle encore, ça fait mal quand que je fais pipi, j'ai encore mal aux testicules, ou pour une femme, j'ai encore des écoulements vaginaux. Moi, c'est rendu que je le demande d'emblée chez toutes les femmes que je dépiste, d'emblée avec la gonorrhée chlamydia. Puis là, j'ai commencé à l'inclure
presque d'emblée chez tous les hommes qui rentrent dans mon bureau. Et je suis un peu surpris. Il sort positif, peut-être pas aussi souvent que la gonorrhée chlamydia, mais il sort positif quand même assez souvent. Moi, je suis sous le choc. Vraiment, là, je savais même pas ce que c'était en début de pratique. Ça fait 10 ans que je fais de la santé sexuelle, puis cette ITSS-là, j'en ai seulement pris connaissance il y a quelques années. Puis je pensais pas... Les médecins le demandaient de temps en temps. Tu sais, pour moi, c'était quelque chose de rare. Quelque chose qu'on faisait pas souvent. Mais non, c'est présent dans notre société. Puis je suis là pour vous en parler, pour un peu sensibiliser sur la chose. Il n'y a pas juste la gonorrhée puis la chlamydia qui fait que ça chauffe ou que ça fait mal quand on fait pipi. Il y a ça aussi. Moi, je suis là pour vous le dire aujourd'hui. Évidemment, la prévention, c'est le préservatif dans la plupart des cas. Ben là, moi, je pense qu'il va falloir faire un petit effort collectif. Là. Le monde a abandonné le condom. Dans les tests qu'on fait, j'ai fait une culture d'urine chez un jeune homme. Je savais pas ce qu'il y avait. Ça brûlait. Mais, tu sais, quand on fait du sexe anal, c'est important aussi de se nettoyer le rectum. Puis, le gars, il y avait carrément des bactéries d'intestin dans le meilleur urinaire qui avaient colonisé sa vessie. Aïe. Tu sais, il y a des règles d'hygiène de base qui doivent revenir. Puis, je pense que avec je m'en allais dire la décroissance de l'éducation, mais le fait que l'éducation ne reçoive pas assez d'amour du gouvernement puis que c'est dénivelé vers la baisse, il y a des pratiques de base qui vont devoir revenir, comme le port du condom. Puis n'oubliez pas de prendre une douche ou d'uriner après une relation sexuelle. C'est important. Wow, des conseils importants. Merci beaucoup, Jess Grenier. Hey, au plaisir, à la prochaine. À la prochaine. En bref, Une centaine d'artistes drague ont pris part en fin de semaine au premier rendez-vous de la drague qui ont eu lieu à Montréal. Un événement impensable il y a 35 ans quand Michel Dorion s'est inscrit à un concours de ce qu'on appelait à l'époque des travestis ou au mieux des personnificateurs. Michel Dorion et Rita Baga étaient fiers de présenter au Palais des Congrès les premiers rendez-vous de la drague, le tout premier événement d'envergure consacré à la culture drague dans toute la francophonie. Des stars locales et internationales comme Miss Butterfly, Lolita Banana, Isis Kutcher et Drag Queen ont foulé un long tapis rose. Un tel événement aurait été illégal dans l'État du Tennessee si la fameuse loi visant à interdire les spectacles de drague en dehors des cabarets pour adultes n'avait pas été bloquée par un juge. Pour Rita Baga, cette loi transphobe déguisée est bien entendu troublante. Source, la presse. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Let's make Halloween queer again, and Queen too. Bon. OK, donc... Je pleure. Je suis censé faire des intros pour nous aider à savoir de ce qu'on va discuter, puis finalement, on n'en discute pas, on va en rire. Non, on va arrêter ça. Philippe Aubert, côté, notre expert en frissons. C'est bien moi. Comment ça va? Très bien. Et toi, Denis Martin? Oui, bon retour à l'émission. On va parler d'Halloween. Oui. Ça fait plusieurs fois que je le lis en anglais. C'est peut-être pas aussi perpétué du côté francophone, mais l'Halloween, c'était comme Noël. En fait, c'est comme Noël pour nos communautés. Oui, bien, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime cette fête-là. C'est une fête qui est très queer. Puis moi, l'Halloween, c'est Noël depuis longtemps. Là. Écoute, c'est une fête qui est vivante, qui est inventive. On va exprès à la rencontre des gens, ce qu'on ne fait pas à Noël. On ne va pas porter des cadeaux chez les voisins à Noël ou prendre des bonbons. On fait ça à l'Halloween. Pour moi, c'est comme le grand rire aussi de la vie face au macabre, à la mort, au malheur qu'il y a dans le monde même. Et c'est très queer dans son essence, l'Halloween. Hein? Parce que à l'Halloween, on peut être ce qu'on veut, on peut se déguiser, puis on peut brouiller les étiquettes auxquelles on est attribué le reste de l'année. Si à l'Halloween, là, tu veux être un vampire, pas de problème. Une panthère rose, pas de problème. J'ai déjà été une panthère rose quand j'étais petit. J'ai déjà été pirate 2 fois. J'ai même déjà été un loup-garou de cuir avec un harnais clouté. Ça m'a valu d'ailleurs bien des propositions sur Gay 81 à l'époque. Mais on peut être ce qu'on veut, mais on peut être aussi un homme ou une femme sans que ça choque. Hein? Ouais. Historiquement même, j'ai même retrouvé un article de la Montréal Gazette de 1931 qui disait qu'à l'Halloween, là, Jacques peut être Jacqueline et Jacqueline peut être Jacques sans problème. C'est la petite vie avant. Il n'y a personne qui va faire des commentaires ou qui va les maltraiter. Exact. C'est quand même triste, hein? Ces gens-là vivaient cachés, mais à l'Halloween, ils pouvaient enfin sortir au grand jour ou à la grande lune, peut-être? Ben, exact. Et c'est même ça qui a contribué à revitaliser l'Halloween.
Parce que oui, c'est une fête queer dans son essence, parce qu'on peut ce qu'on veut, on brouille les catégories. Mais même historiquement, c'est qu'avant les années 30, c'était l'Halloween une fête pour les ados. On faisait des cours, des tours, pardon, des blagues. Puis là, c'est dans les années 1940-50 qu'à Philadelphie, on s'est mis à tenir des parades un peu drague, où on se travestissait, tout ça, puis c'est devenu des gros événements. Les gens se déplaçaient pour venir voir ça. Ça a arrêté dans les années 60 à cause de l'homophobie, justement. Mais les parades drague à l'Halloween ont pu essaimer. Nouvelle-Orléans, San Francisco, Hollywood, ça a comme perduré. Puis c'est dans les années 70, à Greenwich Village, je vais dire mon anglais, qu'on a ressuscité ces parades-là, mais en leur donnant un aspect politique. C'était une époque de revendication. C'est devenu une manifestation contre-culturelle où la communauté LGBT s'affichait, se montrait à l'Halloween, et ça a contribué à refaire de la fête quelque chose pour les adultes. Donc, c'est vraiment une fête queer dans son essence, mais c'est la communauté queer qui l'a mis de l'avant aussi. Donc, ça se reflète aussi, si je comprends bien, dans la culture populaire, notamment au grand ou au petit écran, selon le cas. Exact. Parce que traditionnellement, on se raconte des histoires à l'Halloween, des histoires de peur, et ce sont des histoires qui doivent être horribles, mais aussi humoristiques et qui doivent avoir une certaine dose de sexe. Donc, très queer, tout ça. Et dans les films d'horreur qu'on aime visionner ou revisionner à l'Halloween, mais il y a énormément de matériel queer quand on commence à regarder de plus près. Oui. Et c'est ce que je me suis dit que j'allais vous proposer aujourd'hui pour que votre party d'Halloween soit vraiment queer. Encore plus queer que d'habitude, là, je vais vous suggérer, même resuggérer 4 films. Certains sont très classiques, très connus, d'autres moins connus, et vous n'allez plus les voir de la même façon après la chronique, et vous n'allez plus voir l'Halloween de la même façon. Il y a du queer des fois là où on s'y attend pas. Alors, allons-y avec la première suggestion, Dr. Jekyll et Sister Hyde. Oui, un film britannique de 1971, fait par la Hammer, donc la compagnie qui nous sortait Christopher Lee et Peter Cushing à tout bout de champ, où le Dr. Jekyll, au lieu de devenir Mr. Hyde, il devient Miss Hyde. Ah ouais? Et oui. Donc, le résumé, c'est que le Dr. Jekyll, dans cette version-là, essaie de créer un élixir de longue vie à partir d'hormones extraites de cadavres de femmes, mais la potion le transforme par moments en Madame Hyde, laquelle entend bien entendu s'émanciper dans l'Angleterre victorienne misogyne où elle est. Quitte à assassiner un petit peu à gauche à droite, des fois, il faut ce qu'il faut. Rien de bien méchant. Mais un petit meurtre, c'était là. Un petit meurtre, c'est bon pour la santé, de temps en temps. Mais c'est que quand on lit le synopsis, on peut se dire, mon Dieu, la Hammer, c'est kitsch, tout ça, ça devait être niaiseux comme film. Non, le film, quand je l'ai vu, est extrêmement sérieux, extrêmement bien fait. Il y a la scène où le Dr. Jekyll devient Miss Hyde est même tournée en plan continu. Il n'y a pas de coupure. Quand on est un petit peu malin, on peut comprendre comment le trucage est fait, mais ça marche bien. Puis c'est un film aussi très d'avant-garde. On pouvait le voir comme, à l'époque, une allégorie sur les personnes trans. En effet, puis le réalisateur était très préoccupé par les réalités queer dans son temps. Il est en avance sur son temps. Mais c'est un film aussi qui va rejoindre le public d'aujourd'hui parce qu'il aborde la présence du masculin et du féminin dans chaque individu, en remplacement du combat entre le bien et le mal qu'il y a dans l'histoire du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Ça parle aussi du rejet chez les hommes de leur part féminine. Parce que le Dr. Jekyll essaye de rejeter Miss Hyde, évidemment. Ça peut faire un petit écho avec les discussions actuelles sur comment on peut définir sa masculinité par rapport au cliché de la masculinité toxique. Comment être un homme sans succomber à la masculinité toxique avec une part de féminin. Est-ce que c'est possible? Donc, le film traite ça un peu par la bande. Aussi, ça nous parle de l'émancipation de la femme. Parce que même, j'ai plus de sympathie dans ce film-là pour Miss Hyde. J'aimerais ça qu'elle s'affranchisse. À la fin, on est même sympathique à sa cause, parce que le film nous montre très bien comment que l'Angleterre victorienne était misogyne, macho. Là, ça nous est très bien montré dans le film, puis on finit par prendre pour elle. Ah ben. Ah oui. Deuxième suggestion, Vampire. Vous avez dit Vampire? Un classique. Et là, j'ai une confession à faire, c'est que oui, c'est un classique dont il faut parler, c'est très queer, mais c'est aussi le film préféré de moi et de mon chum. Quand on s'est rencontrés, on a passé une journée ensemble et on a fini la journée comment? En écoutant Vampire, vous avez dit Vampire, et on a su qu'on était fait pour s'entendre. OK, je pose pas de questions sur votre vie personnelle. Pour une prochaine chronique. Pour vous faire peur. Ouais. Donc le film nous raconte l'histoire de Charlie, un jeune étudiant hétéro, qui découvre que son nouveau voisin, Jerry Dandridge, est un vampire. Et là, Jerry Dandridge va vampiriser le meilleur ami de Charlie, qui est gay, et il va aussi convoiter sa petite amie à Charlie. Pas chanceux, hein? Et là, pour éliminer le monstre, Charlie doit faire appel à un vieil acteur d'épouvante, poltron, tout ça, qui s'y connaît en vampire, qui s'appelle Peter Vincent.
et pour pouvoir détruire le monstre. Et l'acteur en question n'est pas très hétéronormatif. T'sais. Donc, c'est un film que beaucoup de gens de ma génération ont grandi avec et connaissent, et qui est très queer sur plusieurs aspects. Parce que le vampire Jerry Dandridge, il est joué par Chris Sarandon, l'ancien mari de Susan Sarandon, qui s'est fait connaître en jouant un rôle de transgenre aux côtés d'Al Pacino. Mais c'est une sorte de bellâtre qui est bisexuel et qui a une relation explicitement homoérotique avec son serviteur qui est une sorte de cow-boy. Puis il l'enlace de façon très explicite à quelques reprises dans le film. Là. C'est très clair. Le meilleur ami de Charlie est gay et se fait vampiriser par le vampire qui lui offre sa protection. Et après ça, le personnage de Peter Vincent, le comédien aigri qui s'y connaît un film de vampire, est joué par Roddy McDowall, qui était lui-même une personne queer, très connue. Et on peut douter du fait de l'idée que Peter Vincent, dans le film, est hétéronormatif. Il fait un peu grande folle, si on veut, comique. T'sais. Donc, on a une histoire, finalement, de jeune homme qui se fait voler sa blonde et son ami par un vampire bisexuel puis qui doit s'associer à un vieil homosexuel pour lutter contre lui. T'sais. Donc, c'est plein de sous-entendus queer comme film. Wow. On regarde ça. Et puis Hellraiser. Ouais, film qui fait peur. Tout le monde a vu l'image de ce film-là avec un démon qui est couvert de clous. Oui. C'est un film qui est très sombre, très glauque, mais qui est très queer aussi. Ça nous raconte l'histoire d'un homme qui a acquis une sorte de cube Rubik, que quand on le résout, ça fait venir des démons qu'on appelle les Cénobites. Et les Cénobites vous offrent de connaître des expériences au-delà de toute sensualité imaginable, tout ça, tu sais. Mais ça finit très, très mal pour lui. Mais quand on regarde les Cénobites dans ce film-là, c'est un peu un club BDSM qui invite les gens à venir faire le party avec eux. Et c'est que le réalisateur du film, Clive Barker, c'est un artiste multidisciplinaire britannique qui est très queer. Il fait des œuvres dans toutes sortes de domaines. Son œuvre est étudiée sur le plan académique. Et les sous-entendus queer dans Hellraiser sont là. Les Cénobites font du BDSM et ils ne sont pas méchants tout à fait. C'est pas des démons. Ils ont un point de vue sur leur situation et ils invitent même les gens à les rejoindre dans leur monde. Ben oui, mais le BDSM, c'est très sain quand c'est consenti. Quand c'est consenti. Et ils disent, si vous voulez consentir, venez, on va avoir du fun. Ils disent carrément dans le film. Donc, c'est un film d'horreur glauque, très organique, mais quand on se met ces lunettes-là pour se dire, ça nous parle de BDSM, ça marche très bien. Et on va passer à la dernière suggestion, Killer Unicorn. Ouais, ça, c'est un slasher. Donc, on ne peut pas faire un party d'Halloween sans un bon vieux slasher. Un de ces films où il y a un tueur masqué qui court après tout le monde avec une tronçonneuse pour trucider dans la joie et l'allégresse. Bien, je vous ai trouvé un slasher qui s'appelle Killer Unicorn, ou la licorne tueuse. Il n'est pas traduit en français. Lui, ce qui est particulier, c'est qu'il a été conçu, écrit, réalisé et joué par des personnes queer, à 100%, des artistes de Brooklyn. Donc, ça nous raconte l'histoire d'un groupe de drag queens qui sauve une nuit un de leurs amis qui est en train de se faire agresser par un méchant qui a mis du GHB dans sa bière, tu sais. Et le groupe de drag queens va tabasser l'agresseur puis le laisser pour mort dans la rue. Et là, l'agresseur revient 1 an plus tard, déguisé en licorne sexy, habillé sexy, ou plutôt déshabillé sexy, ça dépend. Et il va entreprendre vraiment de les trucider les uns après les autres. Mais c'est parce qu'un bon slasher va toujours présenter des morts originales. C'est dans la tradition du théâtre du Grand Guignol. Il faut que ça soit drôle, sanglant, ça exploite le milieu. Le milieu LGBT est très bien exploité pour faire des meurtres vraiment drôles. On nous parlait tantôt de lavement là, pour prendre ses précautions dans l'hygiène sexuelle. Là. Mais il y a une scène avec une poire à lavement qui sert à tuer. Oh, God! Donc, c'est très original, très drôle. Ça peut rejoindre autant les hétéros qui aiment les slashers que les personnes LGBT qui vont voir que, wow, notre milieu là, est très propice à tourner un film d'horreur. Ben, il nous reste du temps pour aller à la 6e suggestion qui est Le grand rire devant la mort. Oui, bien, c'était pour boucler. C'est que tantôt, je disais que l'Halloween, ce que j'aime dans cette fête-là, c'est que oui, on parle de macabre, de monstres, mais on rit de la mort, on rit du malheur. On est vivant à l'Halloween. Tous les films que je vous ai suggérés et qui sont queer, on sent en commun, ils sont très vivants. Ils sont quand même rigolos. Il y a de l'énergie là-dedans et c'est la vie qu'on valorise là-dedans. Et je trouve qu'ils sont un petit peu à l'image, justement, de la communauté LGBTQ+. On est une communauté résiliente. On fait face à la pulsion de mort à tous les jours, mais comment qu'on y répond? Par le rire. La dérision, l'ironie de même. Donc, à l'Halloween, les amis, soyez queer en allant rire, costumer, allez voir les gens, écoutez ce genre de film-là, riez devant la mort de même,
puis tenez tête à la pulsion de mort de cette façon-là. Ça va être 100% Halloween et 100% queer à la fois. Donc, je vais ajouter toute cette liste-là à mes traditions d'Halloween, parce que moi, ma tradition, c'est Rocky Horror Picture Show. On n'en a pas parlé. Ce sera quelque chose dont on pourra parler à un moment donné. C'est très queer comme film. Très queer assumé. Très, 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 très queer. Philippe Aubert-Côté, auteur et aussi chroniqueur à notre émission. Merci d'avoir été là. C'est moi qui te remercie. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Et une émission, donc notre épisode 48 en ce 30 octobre 2023. On s'est fait un petit peu peur, mais moi, ce qui me fait peur aussi à l'Halloween, c'est toutes les calories que je vais mettre dans mon corps, parce qu'évidemment, les bonbons, que j'aime ça moi aussi. Alors, n'hésitez pas, donc, comme on le dit, à communiquer avec nous pour l'équipe de recherche à heureciel@gmail.com, heureciel@gmail.com. Vous allez pouvoir parler à ce moment-là à Marie Massé et Godéric Trobe qui sont à la recherche. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley qui a fait la musique thème de cette émission, Gerly Ormelette, chef de contenu numérique à Canal M, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, Philippe Lapointe, notre directeur d'antenne, et évidemment, la très charmante Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. On se revoit donc, ou on se reparle plutôt, la semaine prochaine.